Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse économique et technique. On commencera comme d'habitude par un résumé macro des deux côtés de l'Atlantique. Ensuite, on passera à l'analyse technique du CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et identifier les zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, on verra le suivi technique de mes trades avec quelques changements. La semaine dernière, j'ai toujours le BX4, Eramet, Imeris, Eiffage, Dassault Systèmes, Edenred. OP Mobility, j'ai encaissé un petit gain parce que je trouve qu'elle n'a plus trop de directionnel, plutôt sous forme d'un range. Donc, j'ai préféré encaisser un gain. On verra ce que ça donne techniquement. Kering, j'ai aussi encaissé un très bon gain. Elle arrive peut-être un peu en fin de parcours. On verra aussi ce que ça donne techniquement. Soprasteria, j'ai toujours. SMCP aussi. Rémi Cointreau et ST Micro Électronique, je suis rentré la semaine dernière dessus. Donc, je vous montrerai un peu mon plan sur ces deux sociétés. Et pour terminer, comme d'habitude, quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près la semaine prochaine. Saint-Gobain, Sodexo, Pernod Ricard et GL Events. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon portefeuille PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti avec les statistiques économiques de la zone euro. Je vous ai mis les PMI en France qui sont ressortis plus faibles que prévu. PMI manufacturier en France, donc ressorti à 48,1. On était quand même à 50,4 le mois précédent. C'était prévu 50,2. Je vous rappelle, au niveau des PMI, c'est les directeurs d'achat. Quand on est en dessous de la barre des 50, c'est une contraction de l'activité. Quand on est au-dessus de la barre des 50, c'est une expansion de l'activité. Et on voit que malheureusement, que ce soit les PMI manufacturiers ou les PMI services, on est en dessous de cette barre des 50. Donc, ce n'est pas bon signe du tout. Les services, pareil, 48,9. On était quand même à 49,8 le mois précédent. Donc, voilà, une économie morose en France. Une politique, on a un nouveau Premier ministre, toujours pas de nouveau gouvernement. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Il y a quelques annonces par-ci, par-là, mais ça commence à durer. On va bien voir comment ce budget 2026 va se faire. Mais pendant ce temps-là, on va voir tout de suite après le rendement sur le 10 ans obligataire français qui est sous une grosse résistance et qui continue, lui, de bien progresser. Donc attention, on a eu encore cette semaine un nouveau record de la dette publique française. Donc pour le moment, on va dans la mauvaise direction. Jusqu'à quand? Est-ce que ça va provoquer un crash sur les marchés actions? Affaire à suivre. Au niveau de la zone euro, plutôt pas mal. Plus faible qu'attendu, les PMI manufacturiers sont ressortis à 49,5 et on était à 50,7 le mois précédent. Mais les PMI composites de S&P Global, c'est un peu les deux regroupés, les PMI manufacturiers et les PMI services. Là, on est bien au-dessus de la barre des 50, donc c'est plutôt positif pour cette zone euro. On est ressorti presque comme le consensus à 51,2, c'était prévu 51,1 et on a un petit peu augmenté par rapport au mois précédent où on était à 51. Donc c'est plutôt globalement une bonne nouvelle sur cette zone euro. Alors les PMI sont bien évidemment tirés par l'Espagne et l'Italie parce que l'Allemagne, je ne vous l'ai pas mis et c'est pas joli non plus, et la France, c'est pas joli. Donc heureusement qu'on a quand même l'Italie et l'Espagne comme on va dire grande nation européenne qui tire un peu toute la zone euro par le haut
en ce moment. Donc on verra bien si on arrive, l'Allemagne et la France, à se relever dans les prochains mois. Et on verra bien sur cette année 2025 comment ça va se terminer. En bas, je vous ai mis pour la semaine prochaine des choses à surveiller. Bon, l'inflation, on verra bien. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude au niveau de l'inflation en zone euro. Là, on a les prévisions pour la semaine prochaine. Peut-être une inflation globale qui va ressortir à 2,3%. Voilà, tant qu'on est entre 2 et on va dire 2,5, pas d'inquiétude au niveau de l'inflation. On a déjà la BCE qui a bien baissé ses taux. On est à 2% au niveau des taux de la BCE. L'inflation vers les 2%. Donc rien à signaler. Après, avec une économie globalement pas top en zone euro, je vois pas pourquoi l'inflation repartirait violemment à la hausse, sauf bien évidemment risque géopolitique avec encore, je sais pas, une guerre ou avec un choc pétrolier. Suite à une guerre, le pétrole qui s'envolerait, bien évidemment, ça pourrait générer de l'inflation. Mais à cet instant T, je vois pas pourquoi l'inflation repartirait violemment à la hausse dans cette zone euro. Allez, on traverse l'Atlantique pour aller voir les statistiques du côté des États-Unis. Au niveau des PMI, plus faible que prévu et plus faible que le mois précédent, mais on est toujours sur quand même des PMI au-dessus de la barre des 50. Donc on est toujours sur une expansion de l'activité aux États-Unis. Au niveau des PMI composites de S&P Global, on est ressorti à 53,6. C'était prévu 54,6 et le mois précédent, on était à 54,6. Donc il y a une petite faiblesse, mais on est quand même sur des PMI relativement forts à 50, vers les 54. On verra bien dans les prochains mois si on va avoir de la faiblesse sur les directeurs d'achat ou pas. Au niveau des États-Unis, on a eu aussi le PIB du deuxième trimestre qui est ressorti nettement supérieur aux attentes. 3,8%, c'était prévu 3,3%. Et on se rappelle que le premier trimestre aux États-Unis avait été négatif à moins 0,5%. Donc on voit très fort, 3,8. Après, ça, on va dire, ça contrebalance avec le T1, parce qu'on se souvient, à cause de ces tarifs douaniers, il y avait eu des importations massives venant de Chine. Donc ça avait joué sur le PIB américain, mais là on est à 3,8. Donc c'est vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'on va voir tout de suite après les anticipations pour les prochaines baisses de taux de la Fed. On se rappelle qu'il y a une semaine, Jérôme Powell a baissé les taux de 25 points de base, sauf qu'avec un PIB à 3,8%, on a eu aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage qui ne s'envolent pas. On est ressorti à 218 000, c'était prévu 233 000, donc on est toujours dans des clous tout à fait respectables au niveau de l'emploi et du chômage. Donc ça commence, les opérateurs commencent à se dire, est-ce que la Fed va encore baisser 2 fois les taux? C'est prévu toujours 2 baisses de taux, 25 points de base au mois d'octobre, 25 points de base au mois de décembre. Mais avec une économie aussi résiliente, une inflation qui est toujours collée à 3%. Donc par rapport à ces statistiques, je me demande pourquoi la Fed continue de baisser ses taux. L'économie, on a des petits signaux peut-être de ralentissement, mais on n'a pas une explosion du chômage. Alors c'est peut-être mieux aussi d'anticiper, parce que si ça tourne mal et que d'un seul coup on a une explosion du chômage, on dira que la Fed n'a pas baissé ses taux assez vite. Donc c'est toujours compliqué, mais on a quand même une inflation à 3%. Donc si on continue de baisser les taux et que l'inflation repart à la hausse, c'est pas bon non plus. Donc c'est compliqué, on est vraiment, je pense, à la croisée des chemins pour la Fed. Donc ça pourrait bien évidemment générer beaucoup de volatilité sur les marchés. Si des rumeurs comme quoi la Fed arrêter sa baisse des taux ou ne va pas baisser par exemple pour la fin d'année. Surtout, on y verra peut-être mieux dans quelques mois si on a par exemple une inflation qui repart à 3,2% et que le chômage reste à 4,2%. Je vois pas pourquoi la Fed continuerait de baisser ses taux. Donc, affaire à suivre, c'est pour moi l'essentiel à regarder durant cette fin d'année pour les États-Unis et même pour les marchés actions français. On sait bien que si on a un crash
une forte baisse des indices américains, bien évidemment, le CAC 40 sera impacté. Donc, pour moi, il faut suivre l'emploi américain et l'inflation. Et surtout, qu'on n'ait pas des stats vraiment différentes par rapport au consensus. On a eu aussi les PCE Core. Donc ça, c'est l'indice des prix à la consommation des ménages. Donc bien évidemment, ça joue un rôle sur l'inflation qui sort sorti en ligne avec les attentes. Donc 2,9 comme le mois précédent. Au niveau de l'indice des prix global, 2,7. Donc on voit qu'on ne baisse pas trop au niveau des prix à la consommation. Donc on ne devrait pas avoir des baisses d'inflation à venir très fortes. On est toujours vers ces 3%. Donc affaire à suivre. Très important, la semaine prochaine, on sera début octobre, donc on aura le taux de chômage pour septembre. C'est prévu à 4,3%, donc comme le mois précédent. Donc on verra bien si on ressort par exemple à 4,2. Alors là, je pense que ça pourrait commencer à jeter un petit froid sur les marchés parce qu'on aurait un chômage qui baisserait. Qui reviendrait à 4,2. Je crois qu'il était à 4,2 en août. Donc, il reviendra à 4,2. Donc, pourquoi la Fed continuera à baisser les taux? Par contre, si on commence à monter, par exemple, à 4,4 sur le chômage aux États-Unis, ça donnera plus de poids pour continuer la baisse des taux de la Fed. On passe maintenant rapidement aux anticipations du marché sur les baisses des taux à venir de la Fed. Donc là, on est sur la réunion du 10 décembre sur la Fed. Donc pour le moment, entre 3,50 et 3,75 au niveau des taux directeurs, il y a 59% du marché qui pense qu'on aura une baisse de taux de 25 points de base au mois d'octobre et encore une baisse de taux de 25 points de base au mois de décembre. Mais on voit que par rapport déjà à la semaine précédente, on est à 78% sur 3,50, 3,75. Donc on voit qu'on a vraiment baissé au niveau de ces anticipations. Donc c'est pour ça, on verra, il faut suivre de près. Parce que si, par exemple, la semaine prochaine, l'emploi américain reste très solide, on pourrait se retrouver peut-être à 50-50 avec les entre 3,50 et les 3,75. Donc, peut-être rebattre les cartes sur cette Fed. Donc, à surveiller, j'aime bien regarder quand on a des stats concernant l'inflation et l'emploi. Ça bouge assez vite sur ces anticipations de baisse des taux de la Fed. Donc, pour conclure cette partie statistique macroéconomique, je vous ai mis ce petit récap de ces stats de la semaine dernière en zone euro et aux États-Unis. On a parlé des PMI. En zone euro, plutôt une bonne chose qu'on soit ressorti à 51,2. C'est quand même la plus forte croissance depuis 16 mois. Malheureusement, en France, on est en dessous du seuil de contraction de 50. Donc, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. On a eu aussi les consommateurs de la zone euro ont relevé leur attente d'inflation. Donc, elle passe de 2,6% à 2,8% en un an et de 2,1% à 2,2 à 5 ans. Donc c'est plutôt quand même une bonne nouvelle malgré l'économie de toute la zone euro plutôt morose. Qu'on a une inflation qui repart un peu à la hausse au niveau de la consommation, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle. Ça prouve que ça consomme quand même pas mal en zone euro. L'Union européenne a affiché une croissance modeste de 0,1% au deuxième trimestre. Donc on a dit que c'était morose l'économie. Et le dossier France reste tendu, on en a parlé. La dette souveraine a été déclassée, signe de déficit budgétaire et de confiance avec ce nouveau record de dette publique. On a un nouveau Premier ministre, on attend de voir le gouvernement et quelles vont être les actions qu'ils vont mettre en place. Affaire à suivre. Au niveau des États-Unis, on a vu le deuxième trimestre, donc 3,8, ce qui dépasse les attentes. Donc c'est vraiment costaud l'économie américaine. La consommation de l'inflation a augmenté de 0,4% en août, soutenue par une demande robuste. Donc c'est ce que je vous ai dit. Attention à l'inflation qui reste collante. Quand on a 3,8% au niveau du PIB, c'est qu'on est toujours sur une forte consommation des ménages et une inflation qui ne peut pas baisser si on a un PIB à 3,8%. Donc voilà, ça va être compliqué pour la Fed d'essayer de trouver le juste milieu entre l'inflation et l'emploi.
sans mettre en péril l'économie globale des États-Unis. Le PCE Core, on en a parlé, et le dollar s'est renforcé face aux principales devises soutenues par ces surprises macroéconomiques positives, bien évidemment. On passe maintenant au petit graphique que j'aime bien vous faire suivre chaque week-end. On va commencer par ce 10 ans français qui est arrivé à destination sous cette résistance qu'on parle depuis des semaines, voire des mois. Donc on est revenu à 3,58. Voilà, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines. Est-ce qu'on va casser pour aller sur les 3,80? Si on dézoome, on est sur des zones de 2011. 3,80, ça serait les zones d'avril 2011. Voilà, donc c'est triste. Hein. Je vous rappelle que ce graphique, on est quand même, c'est ce qui va nous coûter de plus en plus cher. La charge des intérêts de la dette, je crois qu'on est sur le 3e budget de l'État. Je crois que c'est l'éducation nationale et après il doit y avoir la défense. Et on a aussi la charge des intérêts de la dette. Donc voilà, c'est de l'argent qui est donné, payé par les créanciers de la France. Parce que comme on a une dette publique avec un nouveau record où on doit s'endetter sans cesse, et ben voilà, on est sur du 3,58 sur le 10 ans français. Jusqu'à quand ça va durer, je n'en sais rien. Pour le moment, de toute façon, on n'a même pas de gouvernement. Donc on verra bien quand on en aura un. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer comme réforme pour essayer de faire baisser ce 10 ans français? Parce que ça va peut-être commencer après à être extrêmement dangereux si on casse les 3,60, qu'on arrive à 3,80, etc., etc. Ce qu'il faut aussi regarder sur ce graphe, c'est le spread avec l'Allemagne. Parce que si on a un spread, on va dire que si le 10 ans français monte moins vite que le 10 ans allemand, on peut dire, ça peut aller. Mais si c'est l'inverse, alors là, on voit qu'il y a plus de pression sur le 10 ans français. Donc on voit, voilà, donc le spread sur cette semaine, il a passé la barre des 80 points de base. Donc le plus fort écart entre le 10 ans français et le 10 ans allemand, c'était en fin d'année dernière, début de cette année, vers les 86 points de base, donc 0,86%. Donc on va voir si ça va continuer à tirer sur le 10 ans français. Et puis après, si on arrive à 90 points de base d'écart, voire les 1, ça commencera à être beaucoup quand même. Hein. Quand on voit le parcours, même avec le spread avec l'Allemagne, là, entre 2014 et on va dire 2020, c'était je crois la dissolution de l'Assemblée. Je crois que c'était ça en juin 2024. Là, on naviguait sur 30 points de base, 60 points de base. On voit des grands swings. Mais pour moi, c'est plutôt un spread cohérent. Hein. L'Allemagne, pourquoi son 10 ans est vraiment moins élevé que le français? Parce qu'ils n'ont pas une dette colossale comme la nôtre. C'est pour ça. Et ils ont une économie, ils s'endettent, mais ça délivre quand même une économie plutôt forte en Allemagne, même si là, il y a un peu plus de mal. Mais comme ils n'ont pas beaucoup de dettes, ils vont pouvoir peut-être s'endetter à faire des réformes, etc., pour essayer de relancer leur économie. Sauf que nous, on peut plus rien faire. On a une dette tellement colossale qu'on est un peu bloqué. Donc je ne sais pas comment tout ça va se finir. On verra bien ensemble la suite au niveau de ce 10 ans français. Donc l'Allemagne, on en a parlé. On voit que aussi l'Allemagne plutôt en hausse, mais on est sur du 2,80. Donc voilà, pas de forte volatilité. Affaire à suivre. Le 10 ans américain, il avait un peu baissé. Là, il repart un peu à la hausse parce qu'avec on a vu un PIB à 3,8, et ça redonne un peu de vigueur sur ce 10 ans américain. Le pétrole, il est reparti un peu. Pourquoi? Parce que avec un PIB américain à 3,8, évidemment, tout ce qui est secteur pétrole, matières premières, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il va y avoir toujours beaucoup de demandes aux États-Unis. Donc on est revenu vers cette zone des 67 $ au niveau du pétrole. Pour moi, on est sur des zones plutôt très cohérentes, rien à signaler. Ça ne va pas générer une énorme inflation si le pétrole repasse vers les 68 $. On est toujours dans un canal baissier. Et puis si on dézoome, voilà, hein, faut se rappeler ici, suite à la guerre, commencement de la guerre Ukraine-Russie, on était monté à 112 $. Hein. Après, on avait baissé et là, on est à 68. Donc, rien à signaler de ce côté-là pour le moment sur ce pétrole. L'euro
Dollar, on en a parlé, on est toujours sous cette zone de résistance, mais comme on a eu forte croissance aux États-Unis, bon, bah, ça génère pas mal au niveau de la vente sur l'euro et on se met plus sur le dollar, donc c'est plutôt logique cette petite bougie rouge en données hebdomadaires. Et pour terminer, bon, bah, l'indice américain, le S&P 500, voilà, il continue sa montée fulgurante. Je ne vous ai même pas mis le Nasdaq, mais on est sur une performance depuis ces histoires de tarifs douaniers à 37%. Donc c'est vraiment beaucoup. On va voir pour le moment, il est toujours sur sa hausse. Quand est-ce qu'il va commencer à un peu corriger? Je n'en sais rien. Affaire à suivre. On passe maintenant à l'analyse technique de notre bon vieux CAC 40 pour voir que la semaine dernière, on ne bouge plus trop. On est bloqué, on n'a plus de directionnel. De toute façon, ça fait depuis avril qu'on est toujours dans ce range. On est toujours entre 7500 et on va dire 7930. Le point positif quand même en données hebdo, c'est qu'on reste plutôt collé sur la résistance des 7930 que sur le support des 7500. Mais est-ce qu'il va réussir la semaine prochaine à passer cette zone des 7009? C'est l'enjeu. Les bornes sont bien définies. On est vraiment sur une phase de latéralisation avec les moyennes mobiles en hebdo qui se croisent, qui n'ont pas de directionnel. Donc on verra bien. Voilà, c'est une semaine quand même positive. On fait plus 0,22. Mèche haute, mèche basse, un peu comme la semaine dernière. Bloqué dans un tout petit range qu'on va voir en données quotidiennes. En hebdo, rien de plus à dire tant qu'on est dans ce range. Objectif pour la semaine prochaine, c'est de passer les 7930 pour aller direction peut-être les 8000 points. Et puis après, on verra bien où en sera le CAC le week-end prochain. RSI très neutre comme c'est court. En données quotidiennes, donc on voit que cette semaine, on a tenté d'aller vers ces 7930. Mais à chaque fois, on a fait des mèches hautes. Donc on était ici lundi. Mardi, on fait une mèche haute. La journée de mercredi, on baisse. Jeudi, on a continué un peu de baisser. Et là, vendredi, on fait une belle bougie verte, plus 1%. Donc, on va peut-être retourner début de semaine prochaine vers cette zone des 7930. Et puis, on verra bien si enfin le CAC arrive à la franchir. Là, on voit très bien ce range avec toutes les moyennes mobiles qui sont presque toutes au même endroit, qui s'entremêlent, etc. On va juste ajuster cette petite zone. J'ai envie de la monter par ici. Un peu, on voit, parce que si, dézoomer, on voit en 4 heures, on a aussi un petit range. Rapidement, hop. Là, on voit très clairement qu'il est, en fait, si on dézoome, donc là, on est en 4 heures, mais on voit qu'on a le gros range entre 7500 et 7930 points. On a, on va dire, la partie basse, 7005, 7760, et la partie haute. Donc là, on voit qu'on est dans un petit range entre 7760 et 7930 et qu'on navigue dedans. Donc on va voir. Premier signal de force, ça sera vraiment de passer les 7930 pour aller chercher un peu ce gap baissier, soit les 1000 points. A contrario, premier signal de faiblesse, ça sera de casser les 7764. On pourrait avoir ce scénario aussi, comme celui-là. Et puis on irait peut-être après direction les 7005. Donc voilà pour moi les deux zones techniques vraiment clés à surveiller la semaine prochaine pour le CAC 40. C'est à la baisse les 7764 points, à la hausse les 7930 points. Le RSI neutre, on va voir comment va se dérouler la semaine prochaine sur le CAC 40. Donc avant de passer au suivi technique de mes trades, petit point rapide sur la performance du portefeuille qui a été négatif la semaine dernière avec un spread par rapport au CAC 40 de moins 0,83%, surtout avec la bougie de vendredi, plus 1% sur le CAC. Le BX4, il a fortement baissé. Et en plus de ça, je suis rentré sur Rémi Cointreau et ST Microelectronics et les deux étaient bien rouges vendredi. Donc voilà, on verra bien ce qui va se passer la semaine prochaine. En bas, je vous ai mis les trades qui ont été clôturés la semaine dernière. Kering avec une performance vraiment très belle de plus de 22% et OP Mobility avec une performance d'environ 4%. Voilà, j'encaisse des gains, c'est toujours bon à prendre. On passe maintenant au suivi technique de mes trades. Donc le BX4, on a parlé du CAC 40, donc on n'a pas de directionnel. Après, il y a peut-être la possibilité, si le CAC 40 revenait vers les 8000 points, peut-être prendre
une position short sur le CAC, sur le haut en fait de ce range, donc soit sur le bas au niveau de ce BX4. Pourquoi pas, bah moi, vous savez ma stratégie, plutôt je m'en sers comme couverture. J'aimerais reprendre du BX4, mais quand j'aurai des signaux de faiblesse, bah sur le CAC 40, il y a soit si le CAC 40 monte vraiment très vite, et là peut-être qu'on va arriver sur des zones potentiellement intéressantes pour se positionner short, qu'on aura des petits signaux de faiblesse, soit une grande faiblesse sur le CAC 40 dès la semaine prochaine, et là si on casse la petite zone qu'on a vue sur le CAC 40, des 7000 à peu près 7770 points, pourquoi pas. Donc voilà, après c'est à vous de voir comment si vous voulez vous positionner soit comme couverture de vos positions longues, soit pour tenter des petits écarts au niveau du CAC 40 si on a un retour de la volatilité, parce que pour le moment, on est vraiment bloqué dans un tout petit range sur quelques points au niveau du CAC. On continue avec Eramet. Donc Eramet, très belle semaine, hein, surtout avec cette bougie de mercredi, plus 5%. On a enfin cassé cette zone des 53,15 €. On a enfin réussi à passer au-dessus de la moyenne mobile 200 journalière. Donc très belle progression, très belle. Bravo s'il y a des personnes qui ont réussi à prendre entre les 45 et 47. Là, on a été sur une grosse zone de support. On a la première impulsion haussière, le range latéral sur quelques jours. Et là, on a eu la deuxième impulsion mercredi. Donc, l'objectif, c'est d'aller à 58. J'aimerais me renforcer parce que mon PRU est à 62. J'aimerais un peu me renforcer pour faire baisser un peu mon PRU vers peut-être les 59 si j'en prends par ici. Et comme ça, si on revient vers ces 58 €, je serai plus très loin et peut-être mieux de soit prendre une petite perte et pourquoi pas repasser positif sur ce trade. Ça a joué l'économie américaine qui est toujours très résiliente, donc on verra bien. Techniquement, c'est plutôt joli. Pour les personnes intéressées, je pense sur Eramet. Maintenant, bien évidemment, il y a possibilité de prendre. Moi, je mettrai un stop ici. Si dans les prochains jours, on repasse en dessous des 51 €, ça sera négatif avec cette bougie de plus 5. Il faut au moins se stabiliser, peut-être revenir vers les 53,15 pour repartir. Mais si d'ici, quand on se reverra le week-end prochain, si Eramet repasse en dessous de toutes ses moyennes mobiles, ça sera bien évidemment très négatif. Pourquoi pas tenter ce genre de trade. Là, on a un énorme gap baissier. Revenir sur ses plus hauts de mars. Voilà, donc pourquoi pas un risque récompense de 1,48 ou si attendre peut-être si ça baisse encore. Peut-être à regarder, hein, franchement sur Eramet, le secteur un peu des matières premières, etc. Il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place dans les prochains jours et peut-être une thématique intéressante dans les prochaines semaines à faire à suivre. On continue avec Imerys. Donc Imerys, elle n'a pas trop bougé cette semaine. On est toujours bloqué sous cette résistance qu'on voit très clairement à 22,60 avec déjà cette mèche haute du vendredi 19. Donc on tient, tant qu'on tient. Là, on a un peu baissé fin de semaine. On a la moyenne mobile 50 qui joue son rôle de résistance dynamique. Donc à voir si on passe les 22,60. Peut-être pour moi me renforcer pour faire baisser mon PRU. Pour les personnes intéressées, la stratégie c'est si on repasse là. Objectif, l'oblique baissière par là. Voilà, l'oblique baissière, le gap baissier, etc. Donc déjà, par ici, par exemple, 1,45 de risque récompense. Et si on arrive à aller combler le gap, un très bon risque récompense. Donc affaire à suivre. Il y a du mieux au niveau du RSI. Les moyennes mobiles, on est passé les 22,60, ça serait positif parce qu'on repasserait au-dessus de la moyenne mobile 10, 20 et 50 et on serait encore très loin de la 200. Donc ça pourrait peut-être nous dégager une hausse à venir sur Imerys et surtout tenir les 21 € parce que si on casse les 21 €, alors là on pourrait encore dégringoler et on aurait peut-être une config de forte chute, stabilisation et range de distribution. On casse tout par le bas et là gros danger, on ne sait pas jusqu'où pourrait descendre Imerys. On continue avec Eiffage. Donc Eiffage, on avait vu cette polarité à 112 € qui a très bien fonctionné dans la baisse. Donc l'impulsion baissière, le pullback et là on est en train de partir. Alors on verra, il faut surtout tenir les 105. Et ce qui serait plutôt très positif,
ça serait qu'on se mette en place une sorte de petite tendance haussière court terme pour essayer de revenir dans ce gap. C'est un peu ce que j'attends sur Eiffage, mais tant qu'on sera en dessous des 112, et ben on est toujours sur la tendance baissière, hein. On a fait l'impulsion baissière, 38,2 de retracement, la belle zone de polarité qui était résistance, support, et on est reparti à la baisse. Donc un peu un cas d'école de tendance baissière. Maintenant, on verra, on est au contact de la moyenne mobile 200. On voit que vendredi, on a fait une belle bougie plus 1,59. Donc, est-ce que ça va se poursuivre ou pas? Affaire à suivre pour les personnes intéressées. Bon, bah, ici, vers cette zone de prix, pas top. Soit on revient ici, et là, peut-être un scénario d'une phase de range dans un certain temps. Donc là, ça serait plutôt prendre une position sur le bas de range, objectif, le haut, et on verra bien combien de temps que ça peut durer. Soit on casse. Pour moi, on casse leur résistance. Ça veut dire que la semaine prochaine, on a des bougies vertes sur Eiffage. Et là, scénario, on verra bien. On verra bien. Pour le moment, on n'est pas très. On est quand même éloigné des 112 euros, mais ça serait dans l'idée à peu près comme ça. Voilà, à 82. Mais on n'y est pas encore. C'est cette idée-là que j'aimerais que ça se passe sur Eiffage, et pourquoi pas aussi me renforcer et essayer d'aller jusqu'à 120 si je reprends par ici une position d'Eiffage. On verra bien. Pour le moment, on est bloqué entre 104 et 112 euros sur le titre. On continue avec Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, j'ai bien aimé sa semaine. Elle est plutôt intéressante, plutôt techniquement propre. On avait passé il y a quelques jours les 27,38. On a eu la forte chute, une petite phase de stabilisation. Là, une belle bougie du 9 septembre, on casse. Là, on a un peu de faiblesse, mais on tient la moyenne mobile 10. Et puis, on voit, on se met un peu en ordre de bataille pour une tendance un peu haussière. Si on se met en ligne de clôture, on la voit très clairement, voilà, en impulsion. Plutôt pas mal. Dassault Systèmes, on a passé au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc ça va être vraiment l'objectif la semaine prochaine, c'est de s'en écarter, parce qu'elle avait bien joué son rôle de résistance dynamique depuis qu'on l'a passé à la baisse le 25 mars dernier. Ici, on a flirté avec la moyenne mobile 50. Ici, on l'a touché plusieurs fois pour après accélérer à la baisse. Donc là, repasser au-dessus, ça nous ouvrirait peut-être la voie pour un retour vers les 29-27. On repasserait au-dessus de toutes les moyennes mobiles, sauf la 200 qui est quand même encore très loin. Donc plutôt positif. Et RSI, belle tendance haussière. On s'écarterait aussi de la zone de neutralité du RSI des 50. Donc objectif 29-27. Pour ma part, peut-être la semaine prochaine me renforcer si je vois que ça se passe bien sur Dassault Systèmes pour faire un peu baisser mon PRU par exemple par ici, et un peu comme Eramet, essayer de revenir vers mon PRU pour au moins limiter les dégâts si on retourne à la baisse. Parce que si on a le scénario par exemple comme ça, voilà, revenir ici, ça ferait 50% de retracement de Fibo si on se met en ligne de clôture, en données hebdo, pardon. Donc par ici, 50% pour à peu près la même chose. Là, on est en hebdomadaire. Voilà, impulsion haussière, pullback, impulsion. Là, on avait tenu une baisse. Donc voilà, par ici, on pourrait après continuer à la baisse. Mais pour mon trade, essayer de sortir avec le moins de dégâts possible. C'est un peu l'objectif au niveau de Dassault Systèmes pour les personnes intéressées. Bien évidemment, si vous attendez un peu, je mettrai un stop, moi, par ici, sous cette petite congestion entre jeudi et vendredi. Et objectif, premier ici, là, le risque récompense n'est pas top, mais d'aller peut-être par ici, risque récompense 1,75. Affaire à suivre sur Dassault Systèmes. Mais une semaine que techniquement, j'ai bien aimé sur ce titre. On continue avec Edenred. Edenred, il ne se passe plus rien. Le point positif, c'est qu'on tient in extremis les 20 euros, mais on voit que quand il y a une bougie rouge, c'est des bougies de moins 2%, alors que quand on a des bougies vertes, c'est des petites bougies, plus 0,5. Là, on a fait quoi? Plus 1,79, plus 0,39. Donc, c'est quand même très, très faible, hein. Très, très faible. On est toujours en zone de survente. Donc là, c'est pas évident pour moi. Je ne touche à rien. Je laisse faire pour attendre d'y voir plus clair. Pour les personnes intéressées, si on se met en 4 heures, on a un petit range. Soit, s'il y avait vraiment,
choses à faire sur Edenred, peut-être une stratégie comme celle-ci. Voilà, donc chercher un 27 de risque récompense. Si on a une belle bougie et on passe vers les 20,66 €, on serait avec une bougie journalière au-dessus, clôture au-dessus de la moyenne mobile 10, pourquoi pas, pour essayer un rebond technique jusqu'à 22 €. Aller chercher 6% pour un risque de 5%. Bon, bah, je pense qu'il y a quand même mieux à faire ailleurs, mais voilà, sur Edenred, moi, bien évidemment, je ne touche à rien. On verra bien si ça se décante dans les prochains jours. On passe à OP Mobility. Donc OP Mobility, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai encaissé mon gain vendredi. Pourquoi? Bah parce que, juste enlever ça. Donc parce que vendredi, mes shot, on voit que ce gap baissier du 26 août, on n'arrive pas à aller au-dessus. On a eu le gap baissier. Là, on a eu 5 mèches sur ce gap. On a été chercher les 12,71, on est bien remonté, mais là on est revenu le 19 septembre en dessous. La journée suivante, on fait une bougie rouge, là on fait une mèche basse et là une mèche haute. Donc ça peine. Peut-être que la semaine prochaine elle va réussir à franchir ses 14 €, mais quand on dézoome un peu, voilà, belle tendance haussière sur Open Mobility, voilà, avec plutôt correct. Et là, pour moi, on est plutôt maintenant peut-être comme ça, une phase un peu de neutralité, de range pour OP Mobility. Alors peut-être que ça va sortir vers les 14 €, mais je préfère encaisser mon PRU à 13 €. J'encaisse presque vers le haut du range. Donc un gain de 3%, toujours bon à prendre. Et puis on verra bien la suite. Après, elle est toujours au-dessus des moyennes mobiles 10, 20, 50 et 200. Donc, elle est toujours dans la tendance haussière, mais elle est en phase de réflexion. Jusqu'à quand? On verra bien. Sur Open Mobility, je suis sorti. Par contre, je vais encore la suivre. Soit elle casse les 14 € et peut-être le range, on réplique le range. Donc, on verra bien ce qui va se passer pour aller à peu près là-haut. On avait vu une zone à 15,56 sûrement en données hebdomadaire. Donc pour les personnes intéressées, si on casse les 14 €, il y a le scénario. Par exemple, si on casse très rapidement la semaine prochaine, je mettrai un stop par ici pour aller là-haut. Donc peut-être que la semaine prochaine, je vais rentrer sur OP Mobility. Mais là, je préfère encaisser. Donc 1,88 ou le scénario du range, c'est on revient par ici. Il y a toujours ce petit gap qui est intéressant. C'est pour ça que je le laisse. Mais par contre, l'objectif, ça serait d'ici. Et c'est à peu près comme ça, pourquoi pas. Donc à suivre, moi je suis plus dans le train. J'ai pris la décision d'encaisser un petit gain. Toujours bon à prendre. Donc voilà au niveau d'OP Mobility. On passe maintenant à Kering. Donc Kering, pareil, j'ai encaissé lundi. Donc j'ai vendu à 264. Bon, elle a continué de bien monter, mais on arrive pour moi à se faire des zones quand même de résistance. Elle peut très bien encore continuer, elle peut aller combler ce gap. Mais voilà, je préfère quand même encaisser un très très bon gain, plus de 20% sur Kering. Donc c'est toujours bon à prendre. Pareil que OP Mobility, techniquement elle est toujours forte, moyenne mobile 10, 20, 50, 200, mais peut-être elle va commencer à un peu respirer, ou peut-être pas. Pour ceux qui sont dedans, vous pouvez continuer encore à accompagner, peut-être se dire, on suit la moyenne mobile 10, si on casse la moyenne mobile 10, on encaisse. Moi, j'ai pris la décision parce que j'avais cette bougie du vendredi 19, on fait une mèche haute sur cette zone des 275 environ. Le jour suivant, donc le lundi, on continuait de baisser. Donc je pensais qu'elle allait un peu peut-être aller combler ce gap des 256, mais après elle est repartie à la hausse. Voilà, pas de regret quand on encaisse 20% sur un trade. On m'aurait dit quand j'ai pris le trade le 13 août, tu vas faire 20% de perf, j'aurais signé direct. Donc voilà, Kering, on va quand même toujours la suivre parce qu'elle est très forte. Mais là, plus trop de timing, on est sous la résistance, même si elle casse. Pour aller où peut-être combler le gap, mais on commence à être un peu en surchauffe, je pense, sur Kering. Il faudrait une respiration, une construction pour peut-être reprendre le train. Donc, affaire à suivre sur Kering. Moi, je suis descendu du train. On continue avec Soprasteria. Donc, Soprasteria, on voit la zone de résistance très claire. Ce gap baissier du 26 août. Donc, mon plan, c'est toujours
de mon PRU à 158,40. On est limite. Là, je surveille de près aussi pour, au pire, sortir, on va dire, flat. Donc, pas perdre d'argent sur ce trade. Au mieux, qu'elle reparte. On est limite. Peut-être un peu de... Si on se met en ligne de clôture, voilà, ça navigue. On était bien monté. Donc, on a la baisse. On était bien monté. On a bien construit. Mais là, depuis 3 jours, c'est vraiment pas top sur Soprasteria. Il faut vite une réaction lundi sur Soprasteria. Parce que sinon, on pourrait revenir vers ces 151 et revenir vers le bas. Et continuer la baisse. Parce que là, elle est très baissière aussi. Donc, je vais la surveiller. Pour les personnes intéressées, c'est à 160. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Soit elle descend à 150 vers les 151 et là on retourne vers une grosse zone de support et à voir. Et peut-être qu'on aura une config en fait comme ça sur Soprasteria avec ce gap en résistance, ce support à 150, donc une phase latérale suite à la forte chute précédente. Ou soit on se réveille et on continue un peu la tendance haussière, donc voilà, comme ça, et on casse et on va combler ce gap. C'est un peu mon objectif, c'est les 170 euros. On verra bien lundi, peut-être que le week-end prochain, quand on se reverra, j'aurai pris un petit gain ou une petite perte sur Soprasteria. Donc affaire à suivre, on n'est plus très loin de mon PRU. Voilà, négatif ces 3 derniers jours sur le titre. On continue avec SMCP. Donc SMCP, c'est pareil, on flirte avec mon PRU. Pas top cette semaine, hein. Donc le trade commençait le 11 septembre. Très bien les jours qui ont suivi. On avait cassé les plus hauts ici à 6,74 la zone de résistance, sauf on est revenu. Et on est revenu quand même profond, mais si on met les retracements de Fibo, voilà, on est revenu faire un 61,8 de retracement. Et le vendredi, on a fait une clôture plus haut que les plus hauts des 2 derniers jours précédents, plus haut que mercredi, plus haut que jeudi. C'est plutôt pas mal, mais là, il faut poursuivre. C'est pareil, c'est lundi, il ne faut pas qu'on repasse en dessous des 6,34 €. Il faut au moins se stabiliser, mais pas repartir à la baisse. Là, c'est pareil, je vais rester attentif. Peut-être que lundi, je vendrai quand si elle revient vers mon PRU. La bonne chose, ça sera que j'aurais pas perdu d'argent. La mauvaise, c'est que j'aurais pu peut-être mieux faire. Mais on peut très bien aussi avoir le scénario comme celui-là. Et là, ce qui serait intéressant, c'est si lundi ou mardi, on voit que ça repart bien. Et pour les personnes intéressées, je prendrai position là et objectif voilà, là-haut, par exemple, dans un premier temps. Et puis peut-être continuer la tendance haussière. À la croisée des chemins, pour conclure sur SMCP, pour le moment je suis toujours positif, mais je vais rester attentif sur ce titre. Le RSI aussi, on est revenu vers la zone des 50, donc là, il faut vraiment repartir lundi ou mardi. Donc pour les personnes intéressées, à surveiller très près lundi et mardi sur SMCP. On continue avec Rémi Cointreau. Donc Rémi Cointreau, décevante ces 2 derniers jours, là, jeudi et vendredi. Donc je suis rentré mardi sur Rémi Cointreau parce que j'aimais bien cette petite phase un peu de stabilisation après la forte chute, zone de support des 45,66, on voit baisse de la volatilité et la bougie de mardi, on clôture au-dessus de la moyenne mobile 10. L'objectif c'était d'aller un peu chercher l'oblique baissière, donc par ici vers les 50 €. Malheureusement on est reparti vers le bas, donc là c'est pareil, mon stop, ma zone un peu d'invalidation, c'est vers les 45. On était pas loin vendredi. J'ai hésité à prendre ma perte. Je lui laisse lundi pour voir ce qui va se passer sur Rémi Cointreau. Peut-être qu'elle va repartir. Mais voilà, si on se met une de clôture, on a fait un nouveau plus bas récent. Donc c'est pas top. Pas top du tout. Surtout quand on voit les bougies rouges comparées aux bougies vertes précédentes. Là, on avait de l'indécision sur ces petites bougies. Alors que là, jeudi et vendredi, il n'y a pas d'indécision. C'est plutôt des bougies avec des gros corps et rouge, et on repart faire un nouveau plus bas. Donc danger sur Rémi Cointreau. On verra lundi, peut-être que j'aurai pris ma perte ou pas. Pour les personnes intéressées, faut un réveil, hein. Soit par exemple lundi, on a une englobante haussière, ça veut dire on a une belle bougie qui englobe, qui nous clôture par exemple vers les 46,60. Alors pour les personnes intéressées,
Là, on est vraiment très proche du support. Donc voilà à peu près ça comme scénario qui est tout à fait envisageable. Risque de 1,92. Mais là, bon, bah, faut que lundi, ça se réveille. Hein, parce que lundi, on pourrait très bien continuer à la baisse. Et puis, bon, bah, après, un Rémi Cointreau. Voilà, là, c'est baissier. Hein. Contrairement, par exemple, à Kering ou OP Mobility, que je suis sorti, on a une belle tendance haussière. Là, on a une tendance baissière. On est en dessous de la moyenne mobile 10, 20, 50, 200, toute baissière. Donc après, on va dire, gros support, c'est à 41 euros sur Rémi Cointreau. Donc prudence, le RSI est bien mal orienté. Donc ça va peut-être se décider pour mon trade lundi au niveau de Rémi Cointreau. Et on va finir avec ST Micro. Donc ST Micro, pareil, jeudi, vendredi, pas top. On revient vers une belle zone de support. Donc le trade lancé mardi dernier, 23. Donc j'aimais bien un peu cette construction. Là, un peu une sorte de petite tendance haussière. On voit en ligne de clôture plutôt propre. Et la bougie de mardi, on vous casse la zone des 23,52 € qui était une belle zone de voilà, résistance. Ici, là, on casse et on fait un pullback et on repart. Donc, j'ai bien aimé cette reprise après le pullback. Malheureusement, jeudi, vendredi, un peu de faiblesse, mais on est toujours, pour moi, on voit ma zone d'invalidation, c'est vers les 23 € avec ce petit gap haussier sur la ligne, sur la résistance, donc avec cette belle bougie de plus 4,63 avec des volumes pas extraordinaires, on va dire des volumes classiques. Donc, il ne faut pas qu'on passe dans lundi ou mardi en dessous des moyennes mobiles vers les 23 €. Sinon, la tendance haussière court terme est invalidée. Et puis après, on pourrait retourner à 21. On ne sera plus dans ce scénario de petite tendance haussière. Donc, le gap, hop. Donc, on va voir. Ce qui va se passer. Pour les personnes intéressées, c'est pareil. Si lundi ou mardi, là, il y a possibilité, un peu comme mon scénario. Mon scénario, c'est d'aller à peu près combler ce gap ou rentrer au moins dans ce gap et voir ce qui va se passer. Donc, voilà, pour les personnes intéressées, si ça veut repartir lundi sur ST Micro, pourquoi pas, on va dire une belle bougie. Là, on a un petit gap, donc une bougie qui clôture par ici. Et on essaye d'aller chercher le comblement du gap, soit un risque récompense de 2. Toujours la zone d'invalidation, c'est si on passe en dessous de ce petit gap haussier, la zone de polarité, plus toutes les moyennes mobiles qui sont toutes au même endroit. Voilà au niveau du suivi de mes trades. Il y a du bon, il y a du moins bon. Et il y a les deux nouvelles, Rémi Cointreau et ST Micro. On va suivre la semaine prochaine. Tous ces trades, comme d'habitude, je vous les partage presque en direct quand je prends position sur Twitter. Pour les personnes qui veulent me suivre, le lien est dans la description. Et on va finir comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près pour la semaine prochaine. Donc on va commencer avec Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain, je crois que ça fait presque un mois que je vous en parle tous les week-ends parce que techniquement, elle est très propre. Hein. Le week-end dernier, je vous en avais parlé comme quoi on arrivait sous l'oblique baissière, qu'il y avait toujours ce gap baissier qu'on n'arrivait pas à franchir, la moyenne mobile 200 journalière qu'on n'arrivait pas. Et on voit exactement ce qui s'est passé la semaine. Et on ne fait que des méchots merdi, méchots, c'était vendredi dernier. On n'arrive pas, si on se met ligne de clôture, on n'a jamais réussi à franchir cette moyenne mobile 200 et ce gap baissier et l'oblique baissière. Et ça a accéléré à la baisse mercredi et jeudi sur Saint-Gobain pour retourner vers cette belle zone de support des 90,28 €. Petite réaction vendredi, donc faut que ça tienne. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est maintenant on a fait presque une sorte de triangle comme ça. Donc si la semaine prochaine, on arrivait au moins à franchir cette oblique baissière, donc une clôture, on va dire, au-dessus de ce gap, là il y a un petit gap ici. Voilà, donc le scénario peut être envisageable, c'est à peu près comme ça si... Voilà. Et puis après, ça sera toujours la même chose. On aura toujours ce gap, etc. On peut très bien aussi, après, avoir comme ça, mais il n'y aura plus l'oblique, mais une phase latérale un certain temps. Mais au moins, on a un stop assez clair
assez bas parce que bon, bah, si on casse cette zone des 90, bon, bah, là on retourne d'un des prix de la semaine de la forte volatilité du mois d'avril sur Saint-Gobain et on n'est plus du tout dans cette phase un peu de latérale. Mais là on voit latérale qui quand même penche vers le bas. Donc c'est, on va dire, la dernière chance la semaine prochaine sur Saint-Gobain pour sauver cette phase de latéralisation et pas plonger vers la direction les 82. C'est pour ça que là, le stop, il est assez clair en dessous de la mèche basse de jeudi. Si ça veut repartir, bien évidemment, lundi. Si lundi, on casse les 90 euros et qu'on va faire un plus bas, bon, bah, il n'y a plus rien à faire dans l'immédiat sur Saint-Gobain et on continue. Bon, bah, la tendance baissière qui est comme celle-ci. Hein. Si ça casse, bon, bah, on pourra peut-être encore l'oblique, etc. Donc, je vais la surveiller parce que là, on est vraiment sur une zone charnière sur Saint-Gobain. Donc, je voulais la faire suivre sur Twitter. Et bien évidemment, si je prends une position de Saint-Gobain, aussi, je vous partagerai tout ça sur Twitter. On continue avec Sodexo. Donc, Sodexo, on a eu un beau signal, très beau signal vendredi. Donc là, Sodexo, si on prend un peu de recul, on va même se mettre en hebdo. Donc, en hebdo, voilà, très très forte chute. On a aussi une oblique baissière. On était à 88 euros il y a un peu plus d'un an au mois d'août. Et on a trouvé un point assez intéressant à 51 euros sur Sodexo. Un point bas de court terme là. 51 les plus bas du 7 avril. Et on voit très clairement donc un fort rebond, forte chute. Et là, une vraie phase de range très propre. Hein, très propre sur Sodexo. Et on voit que on a changé de rythme il y a 4 jours. On a eu donc le range, une forte volatilité à la baisse. On a tenu les 51 euros. Là, on a repris un peu de hausse. Et là, on a eu une énorme bataille avec des bougies tout petits corps, des mèches short, mèches basses. Et on a réussi à vraiment s'extraire de ce petit range sur la bougie de mercredi. Et là, ça a accéléré à la baisse. Au niveau des volumes, on voit même les volumes ont bien augmenté jeudi et vendredi. Le RSI très bien orienté. Donc bravo s'il y a des personnes qui ont réussi à rentrer sur Sodexo. Moi, j'ai pas réussi à rentrer vendredi. Donc là, on est à 55. Ce que j'aimerais sur Sodexo, c'est un petit pullback par ici, pour objectif aller combler ce gap déjà du 12 juin. Ça serait déjà pas mal comme objectif. Pareil, on peut aussi avoir comme objectif la hauteur du range. Donc par ici, vers les 57. Pourquoi pas? Pas problème de rentrer maintenant ou mettre le stop. Comme on n'a pas vraiment de phase de respiration, mettre un stop ici, là, mais on pourrait avoir là pour aller là, le risque récompense est moins de 1. Donc il faudrait une petite respiration gentille. Voilà, qu'on vienne avoir à peu près ce scénario. Surtout que si on a une respiration, par exemple sur quelques jours, et que là, on a une belle bougie, donc prendre position par ici, on pourrait mettre son stop plus court. Parce que si on a le pullback, qu'on a une phase latérale et que ça repart à la hausse, là, il faut parvenir dans ce range. Donc parvenir vers les 53,50 €. Et là, le risque récompense est presque 2. Donc je vais la surveiller parce que elle est très forte ces derniers jours. Donc on verra bien. Peut-être que lundi, mardi, elle va aller direct combler le cap. On aura loupé le train. Mais je vais aussi la faire suivre parce que techniquement, très intéressante. Sodexo. On continue avec Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, c'est vraiment la dégringolade. On va prendre un peu de recul en hebdo pour voir. Donc on a donc deux zones clés vraiment techniques en hebdo, qu'on est maintenant sur le bas de cette zone de support et qu'il va falloir rapidement une réponse, et une réponse surtout la semaine prochaine. On voit toutes ces bougies rouges hebdo. On est revenu rapidement vers cette zone de support. Donc soit ça va tenir, soit ça va casser. Si ça casse, on pourra aller peut-être là, 79, voire plus bas. Pareil, si ça casse cette zone, on peut se dire cette phase un peu de range, c'était un range de distribution dans la tendance primaire qui est baissière, et puis aller encore plus bas. Hein. Aller à 68, voire pire. Donc, prudence. Mais là, si c'est pareil qu'un peu Saint-Gobain, si lundi, parce que là, c'est que des bougies, on est Kinashi, que des bougies rouges. Si on a premier petit signal
d'amélioration quand on a toute cette enfilade de bougies rouges, ça serait peut-être une clôture journalière au-dessus des plus hauts de la veille. Donc par exemple lundi, si on a une bougie qui clôture vers les 86, donc on a une bougie qui clôture vers les 86, on englobera la bougie de vendredi et presque la bougie de jeudi. Donc là, stop assez serré parce qu'on peut repartir à la baisse. De toute façon, la tendance primaire, même de court terme, est baissière. La 10, la 20, la 50, la 200 sont baissières. C'est vraiment contrariant. Mais si on continue un peu ce range, après, va falloir peut-être des bonnes nouvelles, etc. Mais on a, voilà, là, on a un très bon point d'entrée. Si déjà on va combler le gap et si on va là-haut, c'est excellent. Et bon, ça va être très très compliqué, mais on est sur la zone de support. Maintenant, il faut bien évidemment avoir une réaction du marché, parce qu'on ne va pas payer la zone comme ça à 84,28, vu en plus la tête de la bougie de vendredi. On clôture au plus bas, en ligne de clôture, on est même en dessous. Donc on verra peut-être que lundi, ça va continuer de creuser, et on mettra ça de côté, Pernod Ricard, et on aura enfoncé cette belle zone de support. On va même enlever cette oblique qui était aussi intéressante, mais ça a tout cassé par le bas. Le RSI, on vient de rentrer en zone de survente. Donc grande prudence sur Pernod Ricard, mais pareil, je suis curieux de voir ce qui va se passer la semaine prochaine sur ce titre. Est-ce qu'elle va au moins peut-être avoir un pullback? C'est pareil, on pourrait jouer le pullback dans la baisse. Donc revenir par ici ou vers le gap, ça ferait un 50% de retracement. Un peu au milieu du range. Donc affaire à suivre sur Pernod Ricard, en grand danger. On verra bien la semaine prochaine ce qui va se passer. Et on va terminer avec GL Event. Donc GL Event, j'aime bien ce qui se passe en ce moment. Donc GL Event, pareil, si on se met en hebdo. Donc très grosse tendance haussière. Très très grosse. Voilà, la zone des 22,95 était une grosse zone de résistance. Ça a explosé. Et là, on a eu peut-être une sorte de pullback pour essayer de repartir chercher les 34,15 € sur GL Event. En court terme, donc on a la zone de support à 29,50, peut-être une sorte de double creux qui se met en place. J'ai réussi à tracer une sorte d'oblique baissière, on est au contact. Vendredi, on fait plus 1,84, on sort un peu de cette oblique, mais bon, c'est juste un visuel, c'est pas au centime près. On passe au-dessus de la moyenne mobile 10, et ce que j'aime bien sur GL Event, c'est que le double creux, s'il y a un double creux, on a eu donc le premier, là on est en ligne de clôture, on peut même se mettre en bougie. Donc le premier plus bas ici à 29,50, on va chercher les 31 €. On rebaisse, mais on rebaisse moins bas que le premier creux, donc on revient même pas à 29,50, que ça a l'air de vouloir repartir. Donc c'est plutôt positif, c'est un signe que les acheteurs sont entre guillemets impatients pour reprendre en main ce titre de GL Event, donc c'est plutôt positif. Alors on peut très bien tracer, on va tracer même ça sur GL Event. Donc, comment procéder? Soit on a le scénario un peu de double creux, donc on va attendre de passer les 31 € et objectif à peu près comme ça, donc combler le gap, même parce que double creux, si on mesure, je pense ça nous emmène vers le gap. Voilà, donc risque récompense n'est pas top, environ 1 si on continue jusqu'en haut, 1,44. Soit on pense que le double creux va se réaliser et au moins on va peut-être, pas double creux, mais peut-être qu'on va avoir une tendance haussière, etc. Avec une autre configuration technique, mais ce qui est sûr, faut pas repasser en dessous des 29-25, donc prendre position à dire lundi si ça reste vers ces prix-là, et objectif, le même. Là, risque récompense de presque 2, et si on va là-haut, de presque 2,5. Donc pourquoi pas. Elle est plutôt forte depuis quelques semaines. On a eu des prises de bénéfices, donc maintenant il faudrait que ça reparte, parce que si on casse les 29,50, on pourrait aller après à 26,45. On verra bien. Le RSI repasse timidement au-dessus des 50, donc là c'est pareil, il faut vraiment repartir la semaine prochaine sur GL Event si on veut retourner vers ces sommets récents à 34 €. Voilà ces 4 sociétés que j'avais envie de vous partager, parce qu'il y a peut-être des opportunités à venir la semaine prochaine sur ces titres. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ces analyses
économiques et techniques chaque week-end. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon portefeuille PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!